Ministre-chef du gouvernement, président de cette instance. Pour un nouveau départ, Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire ce 17 juin. Dans le 20h30, l'analyse des enjeux et des perspectives de ce combat du journal. Pour le mieux-être des populations à la base. Pour une victoire absolue et un premier trophée à la CAN de handball, les Lions indomptables affûtent leurs griffes ce soir pour affronter les Panthères noires d'Angola. C'est demain vendredi, le duel des fauves en finale de la CAN. Quelle chance pour le Cameroun. Regard d'experts en page des sports. Et puis nous recevrons sur ce plateau l'administrateur directeur général de la régionale d'épargne et de crédit pour les dernières évolutions en exclusivité ici au 20h30. Pour une victoire absolue, voilà pour les titres, développement à la CAN de handball, les Lions indomptables affûtent leurs griffes ce soir pour affronter les Panthères noires d'Angola. C'est demain vendredi, le duel des fauves en finale de la CAN. Quelle chance pour le Cameroun. À vous laver régulièrement les mains. Et puis nous recevrons sur ce plateau l'administrateur directeur général de la régionale d'épargne et de crédit pour les dernières évolutions en exclusivité ici. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Je vous exhorte de nouveau, apportez vos masques. Cap sur le développement local, le Conseil national de la décentralisation, présidé ce jeudi par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, prescrit l'accélération du transfert des compétences et des crédits et la maîtrise du rôle de tous les acteurs. Il s'agit de changer absolument les conditions de vie des populations à la base. Une première session du Conseil qui dressait également le bilan et traçait les perspectives de ce processus désormais effectif au Cameroun. Laurentine Bokono, à l'immeuble Étoile. Présidé ce jeudi par le Premier ministre. 18 mois après la loi du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées, beaucoup a été fait dans le cadre de l'opérationnalisation de la décentralisation. Les choses se passent de manière sereine et le processus est sous contrôle. S'agissant de l'élaboration des textes d'application, le processus est en cours. Les équipes ministérielles, les services du Premier ministre travaillent à faire en sorte que ces textes soient finalisés. D'ailleurs, un certain nombre a été transmis à M. le Président de la République pour son approbation. Également en cours le transfert des ressources humaines de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes en train de finaliser le texte portant. Les choses se passent de manière sereine de la fonction publique locale. Pour aller plus loin et atteindre l'objectif ultime de la décentralisation, qui est l'amélioration des conditions de vie des populations, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, faire en sorte que ces textes soient finalisés. D'ailleurs, un certain nombre a été transmis à M. le Président de la République pour son approbation. Également en cours le transfert des ressources humaines de l'État vers les collectivités territoriales décentralisées. Nous sommes en train de finaliser le texte portant statut de la fonction publique locale. Pour aller plus loin et atteindre l'objectif ultime de la décentralisation, qui est l'amélioration des conditions de vie des populations, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a formulé un certain nombre de prescriptions. À tous les membres du gouvernement concernés, il est demandé de transmettre sans délai les projets de texte d'application relatifs au transfert des compétences aux régions et aux communes assortis de leur cahier de charges. Le ministre de la décentralisation et du développement local est appelé à intensifier des sessions de formation à l'intention des exécutifs communaux et régionaux. Progressivement et plus diligemment que prévu, la décentralisation se met en place au Cameroun. Et l'effectivité de ce processus de décentralisation se mesure à l'aune des compétences par les régions telles que prévues par le Code général des collectivités territoriales décentralisées reste une équation à plusieurs inconnues pour les principaux acteurs. Texte que nous attendons, qui doit préciser comment ces compétences doivent s'exécuter sur le terrain. Ce texte n'est pas encore signé. Les régions exerceront les compétences dès lors que cet encadrement sera effectif. Mais au ministère de la décentralisation et du développement local,
c'est simplement parce qu'elles ne sont pas véritablement au courant de ce que font les régions. Le deuxième semestre de la première mandature des conseillers régionaux est enclenché. Les populations attendent de voir cette volonté du chef de l'État se traduire en actes concrets sur l'étendue du territoire national. Décentralisé, et dans cette décentralisation en marche au Cameroun, un acteur majeur sur la scène depuis cette semaine, c'est le FECOM qui présente son offre de services aux exécutifs régionaux. Et ce jeudi, c'était le tour des présidents des conseils régionaux du Nord et de l'Extrême Nord de présenter également leurs attentes à Philippe Camille Accor, le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, a accroché l'attention de ses hôtes avec des maquettes d'hôtels des régions plus que futuristes. Le point de cette rencontre avec Jean-Pierre Congé, qui présente son offre de services aux destinée à présenter aux exécutifs régionaux les opportunités et les mécanismes d'accompagnement que peut leur apporter le Fonds spécial d'intervention intercommunale, les échanges faits comme région de l'extrême nord et du nord, l'avis des responsables de ces exécutifs sont allés au-delà de leurs espérances. Et la vision qu'ils ont présentée, c'est vraiment une futuriste et bien faite. Nous soutenons le déchet et nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver les moyens de mettre en application tous ces plans destinés à présenter aux exécutifs régionaux les nous allons les opportunités et les présenter à mécanismes nos partenaires, à nos conseillers régionaux. Nous avons été vraiment édifiés par la mission de FECOM, qui peut déjà vous accompagner dans la maturation du projet, puis aussi vous financer. Émerveillés, les responsables des exécutifs régionaux du Nord et de l'Extrême Nord l'ont surtout été par les projets d'hôtels de région qui leur ont été présentés en forme de sarré pour l'Extrême Nord avec une cour centrale et une clôture. Ce projet d'édifice s'inspire de l'architecture locale, notamment des cases en obus. Pour le Nord, le projet d'hôtel de région s'inspire du style arabo-mauresque que l'on retrouve dans les mosquées. Finalité, ressortir l'importance du sacré dans la culture locale. Au cours des échanges, il a été conseillé aux exécutifs régionaux de penser grand et de commencer à acquérir les espaces nécessaires pour la construction de ces hôtels de région autour desquels devraient se bâtir des villes nouvelles et modernes. Avec une cour centrale et une clôture, ce projet d'édifice s'inspire de l'architecture locale, notamment des cases en obus. Pour le Nord, à la régionale d'épargne et de crédit, la microfinance devient banque en bonne et due forme et propose à sa clientèle des services bancaires innovants comme cet appel à l'épargne publique lancé au mois de mars dernier. Les espaces nécessaires pour la construction de ces hôtels de région autour desquels devraient se bâtir des villes nouvelles et modernes. Autre chose à présent dans le journal et cette nouvelle ère qui s'ouvre à la régionale d'épargne et de crédit. La microfinance devient banque en bonne et due forme et propose à sa clientèle des services bancaires innovants comme cet appel à l'épargne publique lancé au mois de mars dernier. En adoptant ce modèle d'investissement, la régionale a ouvert son capital à l'actionnariat populaire. Nous allons entendre tout à l'heure les résultats de cette opération de la bouche même de l'administrateur directeur général de la régionale, déjà sur ce plateau. Mais voyons d'abord cette nouvelle banque et ses perspectives présentées par Franck Evina. Son slogan révèle une vision qui va au-delà de ce que vous imaginez. Toujours à innover, la régionale ouvre son capital à l'actionnariat populaire. C'est des personnes qui ont suivi l'histoire de l'institution, la régionale, et qui, de par la communication que nous faisons, acceptent de nous suivre dans la démarche donc, du développement institutionnel que nous nous sommes fixés. C'est monsieur tout le monde, c'est le cadre moyen d'entreprise, c'est la dame qui a son petit commerce au marché, c'est tout le monde. 2400 nouveaux actionnaires cooptés lors de l'opération spéciale du 9 au 26 mars dernier. Conditions pas compliquées, retour à l'investissement garanti après achat d'au minimum 5 actions. 5 actions, c'était, je crois, l'équivalent de 210 000. Il y a l'événement des dividendes qui se fait une fois par an. Au cas où l'action prend de la valeur, l'actionnaire a également la possibilité donc de vendre ses actions et réaliser une plus-value. Aussi maudites que peuvent sembler les sommes investies, chaque adhérent est un actionnaire à part entière.
Bonsoir, monsieur l'administrateur directeur général de la régionale d'épargne et de crédit, révérend Charles Rollin Ombangekat. Bienvenue sur ce plateau du 20h30. Bonsoir Adèle, merci de nous recevoir. Vous êtes chez vous. Alors, question, que faut-il retenir au terme de cette Assemblée générale que vous venez de clôturer tout à l'heure à votre siège de Loncac à Yaoundé? Effectivement, Adèle, nous avons eu une Assemblée générale dite mixte, c'est-à-dire une Assemblée générale ordinaire et en même temps extraordinaire. Assemblée ordinaire, c'est la clôture de l'exercice 2020. Extraordinaire parce que nous y avons pris 3 grandes résolutions. Lesquelles? 3 grandes choses ont été faites. La première, c'est le point que nous avons fait sur, effectivement, l'appel public à l'épargne. Cette opération qu'on a lancée au mois de mars et qui nous a permis d'obtenir 2400 nouveaux actionnaires. Nous avons fait le point donc avec les actionnaires et... Ça fait beaucoup d'actionnaires pour une assemblée générale. C'est vrai, c'est notre stratégie. Nous voulons que la régionale, effectivement, soit une banque à capitaux populaires. C'est-à-dire qu'il faut que la Bayamselam qui est au marché, la journaliste que vous êtes, que chacun se retrouve et qu'il soit actionnaire. C'est pourquoi nous avons ouvert le capital pour que chacun, on dit c'est la régionale, chaque région, chaque niveau, il faudrait que les gens soient actionnaires. Donc, la deuxième chose que nous avons faite, effectivement, c'est que nous avons décidé d'intégrer ces nouveaux actionnaires. Parce que, vous savez, les 2400 nouveaux actionnaires nous ont apporté 2 milliards 588 millions. Et il fallait donc maintenant procéder à leur intégration pour qu'ils jouissent entièrement de leurs droits. De sorte que, par leur intégration, on a augmenté donc le capital qui nous permet désormais de passer banque. La troisième, justement, comme ça a été dit, c'est une décision forte à compter d'aujourd'hui. Les actionnaires de la régionale ont décidé de changer le statut d'établissement microfinance et devenir donc un établissement bancaire. Voilà ce que nous avons fait. En exclusivité sur le 20h30, voilà. La régionale d'épargne et de crédit est désormais, à partir de ce 17 juin, une banque à part entière. Alors, revenons à ces souscripteurs du mois de mars. Que gagnent-ils au terme de cette évaluation et de cette opération d'appel public à l'épargne? Je dois vous avouer que ce qui s'est passé par la souscription, vraiment, nous tenons à remercier d'abord tous ceux qui nous ont fait confiance. Et j'annonce effectivement aussi que les souscripteurs au mois de mars ont réalisé une opération qui, vraiment, je rappelle, est inédite. Tenez, sur 2 angles, ces souscripteurs gagnent. Premier élément, j'annonce que tous ceux qui ont souscrit au mois de mars, là, Adèle, ça fait 2021, ça fait à peine 3 mois, viennent de gagner 20% pour chacune, pour leur souscription. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui a souscrit, qui a pris 100 actions, devient maintenant actionnaire avec 120. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que vous avez investi 4 200 000, vous vous retrouvez avec 5 40 000 en moins de 3 mois. Mieux que ce que nous imaginions. La deuxième chose, très très importante, puisque nous avons clôturé l'exercice avec 1 milliard de résultats, les actionnaires, bien qu'ils ont souscrit en 2021, auront désormais part, parce qu'on les a intégrés, ils auront désormais part aux dividendes, c'est-à-dire au partage de ces 1 milliard-là quand on va le faire. Donc ils ont gagné au niveau des actions, ils ont gagné aussi au niveau du partage des dividendes. Ça, c'est inédit. Je pense qu'il n'y a qu'à la régionale qu'on peut trouver ça. Et on vous suit bien. Alors, qu'est-ce que vous réservez encore et à ces actionnaires et à l'ensemble de votre clientèle? Qu'est-ce qu'il y a dans votre chapeau encore? Ce que nous devons dire, c'est que notre prochaine étape, c'est que bien sûr, on va déposer le dossier pour que les autorités monétaires nous agréent comme banque. La COBAC. Voilà, la COBAC, le ministère Commission des Finances, bancaire de l'Afrique centrale. Oui. Après, mais surtout, dans les jours qui suivent, on va faire une cérémonie de cotation officielle des actions, de sorte que le marché, à la bourse, des valeurs, à la bourse, voilà, à la BVMAC, et véritablement, ceux qui n'ont pas pu acheter des actions, vous pourriez désormais avoir encore des actions, cette fois-ci, dans le marché qu'on appelle le marché secondaire. La troisième chose, c'est ce que vous connaissez. La régionale a lancé des crédits de 10 ans. Le crédit scolaire est ouvert et vous pouvez prendre un crédit sur 10 ans et vous allez rembourser doucement à des taux exceptionnels, à des taux imbattables.
Merci infiniment, révérend Charles Rollin Omban-Ikat, pour toutes ces nouvelles en exclusivité ici à la CRTV ce soir. Et bon vent à la régionale et à toute votre clientèle. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu continue à bénir la CRTV. Amen. Nous parlons encore finances et ces réformes des finances publiques. La Direction générale du budget qui évaluait mardi les performances dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de la gestion budgétaire. À l'occasion, des distinctions honorifiques ont été décernées au personnel méritant et qui ont contribué donc au succès du programme de modernisation de cette gestion budgétaire. Joël Igor Abanda. Ils sont venus de plusieurs départements du ministère des Finances évaluer les performances de leur cahier de charges. Un exercice mensuel initié par le ministre des Finances qui permet à tous les maillons de la chaîne d'introduire la nouvelle réforme fiscale. Cette évaluation se tient généralement à la fin de chaque mois. Mais nous avons rapproché cette échéance pour plusieurs raisons. La première, c'est que le programme 214 est impliqué dans les travaux en cours au niveau du Parlement, avec notamment la ratification des 2 ordonnances présidentielles et la tenue prochaine du débat d'orientation budgétaire. Au-delà de l'évaluation des performances des différents départements du ministère, l'autre aspect de cette rencontre, c'est la célébration des personnels ayant récemment reçu des lettres de félicitations et des distinctions honorifiques. Il fallait donc, au sein du programme, communier pour célébrer toutes ces distinctions-là et encourager et transmettre à l'ensemble du personnel les félicitations de la hiérarchie. Ces distinctions honorifiques et encouragements de la hiérarchie viennent ainsi booster le moral du personnel du ministère des Finances pour une meilleure performance de gestion. La journée mondiale de la métrologie en décalé du 20 mai dernier jusqu'à ce 17 juin-ci. Une édition célébrée donc ce 17 sous le thème Mesurer pour la santé, un thème qui évoque le rôle des unités de poids et mesure dans le domaine de notre santé. Les manifestations à Yaoundé, racontées par Luc Bienvenu Onana. Pour l'édition 2021, la Journée mondiale de la métrologie a opté pour un autre langage, celui de la santé. Actualité oblige. La santé est fondamentale, notamment pour votre bien-être au quotidien. Lorsque vous partez dans les grandes distributions ou dans nos marchés, les produits que vous consommez, vous vous demandez est-ce que ce sont des produits sains, alors que la métrologie est derrière. Vous savez qu'1 degré de température de plus pour des produits frais, ça fait augmenter en termes de millions le nombre de bactéries. Donc on ne s'amuse pas avec les éléments de température. Mesurer pour la santé, un thème en 4 mots, pourtant si riche, si révélateur. Que nous prenions non seulement la pleine mesure de l'importance de la métrologie dans tous les secteurs de la vie publique, mais aussi et surtout dans l'implication de la métrologie dans le développement de notre pays. 2 exposés ont ponctué les échanges auxquels ont pris part les experts du ministère du Commerce, ceux du Centre Pasteur et du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise. L'ANACOM était également présent, médecins, pharmaciens et autres laborantins. Une incongruité dans le dossier des régions ce jeudi. Tenez, le poisson frais est de plus en plus rare à Kribi dans le sud. Les experts évoquent comme raison les conséquences des changements climatiques qui éloigneraient le poisson. Les pêcheurs plus expérimentés affirment connaître ce phénomène qui pourrait s'achever au mois de septembre. En attendant, les amateurs du bon poisson à Kribi sont aux abois. Dieudonné Noira. À Kribi, le poisson frais issu de la pêche maritime artisanale est de plus en plus rare et le phénomène se fait ressentir dans les différents débarcadères de la ville, principal lieu d'approvisionnement de ce produit halieutique. Je voulais me procurer du poisson, mais c'est pas évident. Il n'y en a même pas. Les revendeuses sont là au quotidien, mais alors le précieux sésame n'est toujours pas disponible et cela a une incidence sur les prix. Le bas, c'est 4500. La dorade rouge est 3500, 2500. Généralement, le bas manque en juillet et le barracuda.
Mais le rouge quand même doit sortir. Mais là, on ne voit même pas le rouge. À Kribi, l'on pointe un doigt accusateur sur les armateurs et les pêcheurs qui tentent à leur niveau d'expliquer cette rareté du poisson frais. Normalement, ce n'est pas une surprise pour nous. On sait que partant du mois de mai au mois de juin jusqu'au mois d'août, c'est la mauvaise période. Et on ne peut pas dire que c'est dû au climat. Parce que maintenant, le taux de salinité est trop élevé en mer. Ça ne nourrit pas trop les récifs. C'est un phénomène saisonnier et à partir du mois d'octobre, le poisson frais, produit très prisé à Kribi et partout ailleurs au Cameroun, surabondera sur le marché dans les différents débarcadères. C'est connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les filets des pêcheurs sont vides et ce sont les pisciculteurs qui se frottent les mains. Le poisson frais élevé dans les étangs et autres cours d'eau a donc le vent en poupe là-bas à Kribi. Anissa Sister et Siana. Le Sud est une terre d'opportunités halieutiques. Chaque jour, le poisson frais arrive chez les consommateurs en passant par les marchés. Même si les quantités disponibles ne sont pas encore fiables, la ressource par contre est à la portée de tous. Nous avons déjà à ce jour identifié pratiquement plus de 600 pisciculteurs avec plus d'une dizaine de closeries. Un potentiel naturel, pareil à toute éventualité que les pisciculteurs s'échinent à adapter aux exigences modernes. Il faut satisfaire la demande sans cesse croissante. Mais face aux difficultés que rencontrent certains, beaucoup font de la pisciculture une activité de subsistance. Vous voyez cet étang-là, on a à peu près 3,5 tonnes en moyenne comme produit. Et on a d'autres étangs au village neuf. Vous comprenez que c'est quand même assez costaud. La difficulté aujourd'hui pour produire le poisson est basée sur l'accès au financement parce que les taux bancaires sont très élevés, 18%. Malgré tout, les tilapias, clarias et autres kangas sortent toujours des étangs pour le plaisir des palais. Le poisson, elle est silue. Et bon appétit. Le projet Filets sociaux qui fait des heureux dans la région de la Damawa. Des familles ont commencé à percevoir ces appuis du projet qui est financé par la Banque mondiale et le gouvernement camerounais. Ngaoundéré, Daniel Belinga Nguene raconte le lancement de ces opérations. L'histoire de Ada Joda ressemble à celle de 80 000 autres Camerounais ayant reçu un appui financier pour la riposte Covid-19. Un matin, j'étais là, je faisais mon commerce, j'ai crié mes arachides. Une femme et un homme ont toqué au portail, j'ai demandé qu'elles entrent. C'est comme ça qu'elles m'ont dit qu'elles sont là sur le cadre du Covid, qu'ils sont là pour aider. Bon, je n'ai même pas cru. Marchande de petits commerces d'arachides, habitant les créfonds du quartier Onaref en Ngaoundéré, elle a reçu un ouf de soulagement du projet Filets sociaux. Ceci sans contrepartie. Un jour, j'étais assise comme ça à la maison. Je vois le message que madame, vous avez reçu un virement de 45 000. Une action gouvernementale que les autorités locales de la Damawa trouvent salutaire. Nous applaudissons franchement de deux mains cette aide-là. 180 000 francs payés en 3 tranches qui donnent une bouffée d'oxygène aux bénéficiaires. Les 2 premiers paiements permettent aux bénéficiaires de subvenir à leurs besoins vitaux. Par exemple, il y a des bénéficiaires qui étaient incapables de payer le loyer. Des financements qui apportent la joie dans ces familles démunies, même en cette période de crise sanitaire. J'attends encore. Le point des activités de ce jeudi à l'Assemblée nationale, c'était la deuxième série des échanges entre les commissions générales du travail et les personnalités ressources. Après le ministre de la Défense hier mercredi à l'Assemblée nationale, c'était le tour donc du ministre du Travail et de la Sécurité sociale d'éclairer la lanterne des membres de la commission, celle-ci des affaires culturelles et le thème la protection sociale au Cameroun. D'autres problématiques étaient également débattues au sein des réseaux parlementaires. La synthèse de ces activités avec Pulchéri Até. La question au centre de cet échange entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et les membres de la Commission des affaires culturelles s'articulait autour de la protection sociale.
Nous vivons l'ère de la pandémie du Covid-19. On voudrait savoir est-ce que les employés et les employeurs sont sécurisés en ce qui concerne leur travail. Des éclairages ont été apportés par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et son équipe aux préoccupations des élus de la nation. Les députés ont interpellé le ministre sur la non-immatriculation des employés et non-reversement des cotisations sociales par certaines entreprises, même considérées comme citoyennes, l'emploi de manière illégale des personnels temporaires, la garantie de la régularité des paiements de pension ou encore l'assurance volontaire. La protection sociale au Cameroun porte essentiellement sur le mécanisme mis en place à travers la législation pour assurer le bien-être en réalité du travailleur. Autre lieu, autre activité, c'est celle des membres de la Commission de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse. Au centre de la réflexion, la problématique du choix des manuels scolaires et la méthodologie d'évaluation des élèves lors des examens officiels. Les enfants, pendant toute l'année, ont été formés, préparés à affronter les épreuves conçues suivant l'approche par compétences. Sauf qu'à l'examen, les épreuves qu'on présente aux enfants ont été conçues suivant la méthode de l'approche par objectif. Toujours dans le sillage de ces activités, le réseau des parlementaires pour la promotion des assurances et des banques a tenu sa première séance de travail et de prise de contact avec les assureurs. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Notre point quotidien de l'état de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Avec 7 piqûres de rappel ce soir, la vaccination ne dispense pas du tout du port du masque et des autres mesures barrières. Des précisions données par les autorités sanitaires. La vigilance reste donc de rigueur parce que l'immunité collective n'est pas acquise. La chaîne de contamination n'est pas encore rompue au Cameroun. Plus de lumière sur ces questions avec Évariste Eyenga et son invité. Nous les retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir. La vaccination, l'une des mesures de protection les plus rassurantes. Seulement, il y a cet embarras. Doit-on pour autant se débarrasser du port du masque et de l'observance des autres mesures barrières? On parle uniquement du port du masque ce soir. Et c'est avec le docteur Chinde, chef unité sensibilisation ici au centre de coordination. Docteur Chinde, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yenda. Du moment où il y a la vaccination, doit-on se débarrasser du port du masque? Après la vaccination, il faut continuer de respecter les autres mesures barrières, notamment le port du masque. À Tel Aviv, aux États-Unis, dès lors qu'on est vacciné, on n'est plus tenu de porter le masque. Pourquoi ça doit se poursuivre? À notre niveau, dans notre pays, ce qu'il faut préciser, c'est que nous ne pouvons pas faire une comparaison avec les autres pays parce que là-bas, les taux de couverture sont très élevés. Donc l'objectif, le but visé, c'est que à terme, lorsqu'on sera suffisamment couvert, la population sera suffisamment couverte en termes de vaccination, on pourra envisager cette éventualité. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore atteint le taux d'immunité collective. Non, pas du tout, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle nous profitons pour encourager les populations à se faire vacciner et à continuer de respecter les mesures barrières. Merci à vous, docteur Chinde. Merci. Observer les mesures barrières, cela reste de mise. Pour le cas spécifique du Cameroun, il faut continuer de porter son masque, comme moi à cet instant.
On le voit bien, Évariste, bravo. Et la suite du journal, nous parlons du renforcement de la protection des agents publics au Cameroun grâce à la Croix-Rouge qui va entamer une formation en secourisme. Le partenariat entre la Croix-Rouge camerounaise et le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative était signé ce jeudi. L'objectif de cette session de formation pour les employés de l'État, c'est avec Catherine Toulouilanga. La Croix-Rouge et le ministère de la fonction publique fusionnent pour assurer la protection sanitaire des agents publics. Un partenariat scellé entre les deux institutions pour démarrer une formation des personnels et agents de l'État sur toute l'étendue du territoire national. À la clé, des outils nécessaires pour assurer les premiers secours. L'enjeu est de taille. En septembre 2020, il y a eu une fausse alerte à la bombe et ça a été la panique générale. Il y a certains de nos collaborateurs qui ont tenté même de se défenestrer à partir du 7e ou du 8e étage. La Croix-Rouge camerounaise affiche un engagement ferme pour accompagner cette action, elle qui accroît les capacités des communautés pour faire face aux situations de vulnérabilité. Nous allons intervenir dans la préparation et la réponse aux situations d'urgence. Les enjeux du secourisme dans cette institution publique s'inscrivent dans l'application du décret portant sécurisation du cadre de travail des agents publics. 16 personnels des différents régiments du génie militaire viennent de terminer une formation au maniement des engins explosifs improvisés. La fin de près d'un mois de cette formation sous l'encadrement des instructeurs militaires français et de ceux du Centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire. C'était un événement que raconte ici José Gaëtan Tchanga. La guerre contre la secte terroriste Boko Haram dans l'extrême nord et la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest mettent malheureusement en scène les engins explosifs improvisés ou EEI. Cette menace est prise au sérieux par l'état-major et ses partenaires français. Le Cameroun fait face à des attaques par engins explosifs improvisés et il se trouve que la France a déjà eu à faire face à ce genre d'attaque. Nous avons donc acquis une expérience sur d'autres théâtres et c'est la raison pour laquelle nous conduisons des formations avec le Cameroun pour instruire des destructeurs puis des formateurs contre les engins explosifs improvisés. Pendant un mois, les 16 personnels des différents régiments de génie militaire ont appris à amorcer et à désamorcer ces explosifs. On nous a appris comment amorcer la charge, on nous a appris les différents types d'engins, on nous a appris la composition des engins et on nous a également appris comment détruire parce que c'est notre mission. Cette cérémonie a été couplée à la décoration de l'adjudant-chef Ibrahim Andour au sein des forces de défense françaises. Il est chevalier de l'ordre du mérite. Sa participation avec succès à 5 stages d'engins explosifs improvisés lui vaut cette distinction du chef de l'État camerounais. Allons en Côte d'Ivoire où les partisans de Laurent Gbagbo sont en fête ce soir. L'ancien président ivoirien a retrouvé sa terre natale ce jeudi. Il était en détention à l'étranger depuis quelques 10 années. Il a été accueilli ce 17 juin par une foule de partisans et de sympathisants en liesse. Un rappel, c'est le 17 mars que l'ancien président ivoirien a été acquitté par la Cour pénale internationale. Un retour autorisé par le président Alassane Dramane Ouattara, qui l'a accueilli d'ailleurs en grande pompe ce jeudi au palais présidentiel. Agnès Solange à Bessolon. Une foule émue pour accueillir Laurent Gbagbo à la sortie du pavillon présidentiel de l'aéroport d'Abidjan ce jeudi. Une foule surexcitée aussi, alignée le long de la route des heures avant et encadrée par des forces de l'ordre. L'ancien président ivoirien très attendu depuis l'annonce de son acquittement par la Cour pénale internationale, 10 ans après son départ pour La Haye. Il est arrivé par vol régulier en provenance de Bruxelles en Belgique. Président, quel honneur d'être dans le même avion que toi.
Et au-delà de l'avenir politique personnel de Laurent Gbagbo et de ses rapports avec ses rivaux ou alliés de longue date, son retour au pays est perçu comme une étape importante vers la réconciliation. Et demain, la finale de la CAN de handball senior-dames, ce sera à l'affiche Cameroun face à l'Angola et nous recevons à l'instant ce communiqué de presse signé du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sera représenté à la finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior-dames par M. Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le match se joue donc demain vendredi. Ce sera au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Pour les profils, les deux prétendantes au trophée de cette 24e édition. Côté Cameroun, c'est l'espoir ce soir. Les Lions indomptables du handball espèrent leur tout premier trophée, alors que l'Angola, qui détient ce titre, a dans son escarcelle déjà 13 trophées. Quelles astuces donc, quelles techniques devraient déployer les Lions indomptables pour venir à bout des panthères noires d'Angola? Réponse d'experts, c'est dans ce reportage de Joseph Gouet à Manding. Cameroun-Angola, la finale de la 24e CAN de handball sera un match comme les autres. Les Lions indomptables pourraient remporter la partie grâce à la loi du domicile, mais surtout qu'on soit très discipliné, qu'on soit très engagé et qu'on soit très solidaire dans le jeu. L'autre stratégie consisterait à bien mener le jeu défensif. Il va falloir rester à 7 sur le terrain, s'adapter à l'esprit de l'arbitrage. La victoire du Cameroun devrait aussi passer par une bonne lecture du jeu de l'adversaire. Si le Cameroun réussit à ne pas permettre que le pivot angolais puisse recevoir le ballon, ce sera un avantage pour nous. Tout compte fait, les Lions ne doivent se dire qu'une seule chose. Tout donner parce qu'il n'y aura plus un autre match. Elles doivent se donner à fond, le jouer à 100%. En attendant le face-à-face, la dernière confrontation entre le Cameroun et l'Angola remonte lors de la finale des 11e Jeux africains à Brazzaville. Le score de parité, 28 buts partout, avait conduit les deux sélections à la prolongation. À la fin, l'Angola est sorti vainqueur, 33-29. Ce vendredi 18 juin 2021 à Yaoundé, le Cameroun compte prendre sa revanche. Et on l'espère, on croise les doigts et c'est la veillée d'armes ce soir dans la tanière. Et cette 24e CAN féminine de handball livre déjà ses tout premiers bilans sur les gradins par exemple. L'événement aura eu un prestigieux spectateur de bout en bout présent à la quasi-totalité des matchs de ce tournoi. Son Excellence Roger Mila, il a vibré au rythme de cette discipline dont il est grand amateur et fin connaisseur. Il est, on se rappelle, le président de la TKC Handball Filles. L'ambassadeur itinérant raconte ici sa CAN à lui face à notre reporter Debin Kembe. Depuis le match d'ouverture Cameroun-Kenya, la silhouette de Roger Mila est repérable dans les gradins du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La star du football africain et mondial a un faible pour le handball. C'est son club formateur, son équipe de cœur, le TKC, qui un jour lui donne le gouvernail des Kalara Dames de handball. Ça fait 42 ans que je suis président de ce club. C'est donc tout naturellement qu'il suit la CAN africaine avec une attention particulière des matchs des Lions indomptables. Il regarde aussi de près leurs faiblesses. C'est à nous maintenant d'être disciplinés, ne pas faire beaucoup de fautes, parce qu'hier, on a joué presque 45 minutes en infériorité. Fort de ces arguments, il peut envisager l'issue de la finale Cameroun-Angola. Pour moi, elle n'est plus très redoutable. Quand je vois les matchs que j'ai vus là, et surtout le match contre la Tunisie, je pense qu'elles sont à notre portée. Inutile de lui demander pour quel camp son cœur battra à la chamade. Le vieux lion du football a l'amour des jeunes lions de handball chevillés au corps.
Il sera certainement d'un grand soutien demain sur les gradins là-bas au Papouasie. Le tournoi international Fora Football Challenge, lui, va se dérouler du 30 août au 5 septembre selon les organisateurs et donnait un point de presse mardi ici à Yaoundé. Voici les précisions du président du comité d'organisation de ce tournoi dans une interview avec Georges Marcel Messila. Football Challenge de Yaoundé, c'est un tournoi qui est organisé par l'équipementier Foura et dont l'objectif est la promotion de la paix, de la solidarité africaine et de l'unité nationale en ce qui concerne le Cameroun. On attend 10 équipes qui viennent du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Niger et de l'Angola. Du 30 août au 5 septembre, ici même à Yaoundé, sur des sites, le stade omnisport Amadou Aïe de Yaoundé et le stade militaire de Yaoundé. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Goni Thorlacius Johannesson, le président de la République d'Islande, et c'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami, ce 17 juin. La fin du 20h30, nous retenons essentiellement ce match de demain, la finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames, et avec un hôte de marque à l'événement. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sera représenté à cette finale de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames par M. Ferdinand Gongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, selon le communiqué de Samuel Mvondo Ayolo, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, parvenu à ce plateau il y a quelques minutes seulement. La fin de ce journal, préparé avec la collaboration de Sidouane Monkam, Auguste Angononga, Christelle Beina. Vous aurez d'autres informations à minuit présentées par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement l'intégralité de la communication gouvernementale donnée conjointement hier, mercredi, par les deux ministres de la Santé publique et de la Communication au sujet de la vaccination contre le Covid-19. Pour les éditions du week-end au 20h30, dès demain, vous serez en compagnie de Atabadino Omar. D'excellence d'avance, un excellent week-end et à lundi, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen